Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour le débrief de la 12e et 13e étape de la Vuelta. La 12e étape était totalement à l'avantage des baroudeurs. Deux belles bosses jalonnaient le parcours et le placement de cette dernière, dont le sommet se situait à 22 km de l'arrivée, ne permettait ni aux favoris ni aux sprinters d'entreprendre quoi que ce soit sur cette étape. Côté résumé, les attaquants auront été nombreux dans la première heure de course et c'est dans la première difficulté du jour, le Puerto de Alisas, qu'une cinquantaine de bonhommes va se dégager en tête de course. Sur la cinquantaine à l'avant, aucun coureur ne menace les favoris, l'échappée a son bon de sortie et c'est donc très logiquement que l'étape va se disputer devant. Tout se joue dans la dernière bosse, la Collada des Brenes. 6 hommes ouvrent alors la route et devancent la grosse échappée. Côté français, on y retrouve notamment Brieux Roland et Victor Gernalec. L'écart est intéressant sur le contre, mais dans ce contre, UAE, qui a placé Juan Ayuso et Marc Soler, fait tout péter. Soler lance Ayuso à la perfection. Le duo espagnol est au-dessus du lot. Personne n'est en mesure de suivre Juan Ayuso sur son accélération. Le groupe de tête est dépassé, mais dans un second temps, Javier Romo de Movistar, impeccable de gestion, va savoir faire la jonction à 3 km du sommet. Romo et Ayuso vont bien s'entendre et à la bascule, à 22 km de l'arrivée, seul Brieux Roland au deuxième échelon de course est encore en mesure de disputer la gagne aux deux coureurs espagnols. Malheureusement pour le français, la jonction ne se fera jamais et sur la ligne d'arrivée, Juan Ayuso va savoir disposer de Romo pour venir claquer sa deuxième victoire d'étape sur cette Vuelta. Au classement d'étape, Ayuso devance donc Romo et Roland et derrière ce sont Campenaerts et Pedersen qui bouclent le top 5. Mats Pedersen qui avait alors réalisé la très grande opération de cette journée quant au maillot vert, 37 points glanés sur cette 12e étape pour une avance désormais très confortable sur Ethan Vernon et Jonas Vingegaard. Bien, au débrief de cette étape, j'aimerais revenir sur les performances de notre trio de tête, Roland, Romo et Ayuso. Brieux Roland, troisième de cette journée, s'est montré très marqué une fois la ligne d'arrivée franchie. Il était très malheureux et très attristé de cette troisième place, mais il doit voir le verre à moitié plein. Ce qu'il aura réalisé sur cette 12e étape est excellent. 22 ans, première saison pro chez Groupama. Pour un premier grand tour, il s'est montré très fort après 12 jours de course. Troisième d'une échappée de 50 coureurs qui s'est faite violence dans la dernière bosse et devancé sur la ligne par Juan Ayuso et Javier Romo qui ont plus de coffres et plus de bouteilles. Franchement, c'est très bien. Il doit regarder devant lui et rester très concentré. Il aura d'autres occasions sur cette Vuelta et vu la condition qui est la sienne en ce moment, ça peut lui sourire dans les jours qui arrivent. Pour Javier Romo, je pense qu'il peut nourrir plus de regrets que Brieux Roland. Le coureur de Movistar aura été très costaud dans la dernière heure de course, parvenant tout de même à accrocher le train Ayuso. Mais une fois franchi la dernière bosse à 22 km de l'arrivée, il se sera montré beaucoup trop généreux dans son duel avec Ayuso. Il a pris les plus gros relais à l'approche de l'arrivée, il s'est laissé manipuler par Ayuso dans le dernier kilomètre en cédant à la pression du groupe de contre. Et surtout, dans le sprint, il s'est complètement emmêlé les pinceaux. Il a lancé de loin, il s'est retourné pour regarder Ayuso alors qu'il devait rester concentré sur son effort. Même si Ayuso était sur le papier plus rapide, Javier Romo aura manqué de sang-froid et de sagesse dans les 200 derniers mètres et peut-être même dans les 22 derniers kilomètres. À l'image de Brieux Roland, le coureur espagnol de Movistar doit désormais regarder devant lui. Il a la bonne jambe, 2 podiums en 3 jours de course et signe d'une excellente condition. Charge à lui désormais de s'ajuster tactiquement parlant pour en claquer une sur cette Vuelta. Et enfin, dans le cas de Juan Ayuso, que vous dire, il est paradoxal. J'ai beaucoup critiqué l'Espagnol récemment et plus anciennement sur le Tour d'Italie, notamment sur le plan collectif, mais sur le plan individuel, il faut le reconnaître, il est quand même exceptionnel. Hier, il aura claqué sa 8e victoire de la saison, ce qui fait de 2025 sa meilleure saison en carrière. Mais surtout, je suis extrêmement bluffé par sa tête extrêmement dure et son mental à toute épreuve. Clairement, l'Espagnol est dans la sauce sur cette Vuelta. Entre le divorce avec sa structure et la pression des médias, mais forcé est constater que ce marasme médiatique ne l'atteint absolument pas. Il aura pris 2 échappées sur ce Tour d'Espagne et se sera imposé 2 fois. Et ça, c'est le genre d'exploit qui est suffisamment rare pour être noté. J'ajoute que Juan Ayuso n'a que 22 ans, avoir la tête si solide et instance tactique si aiguisée à cet âge,
c'est quand même pas donné à tout le monde. Donc oui, Juan Ayuso est pour moi totalement paradoxal, si énervant dans le collectif, mais si brillant sur le plan individuel, malgré son inconstance et son comportement volatile. Au-delà de la victoire d'étape, pas de bagarre entre les favoris sur cette 12e étape, le général ne bouge pas en dehors de Bruno Armirail qui rentre dans le top 10. C'est anecdotique, pour la lutte entre les gros, il fallait regarder la 13e étape de vendredi. À mon sens, c'était la première grosse explication entre favoris de cette Vuelta. Là, on rentrait dans le vif du sujet avec l'ascension légendaire de l'Angliru. Mais d'avis que Vingegaard allait vouloir cette étape et chargeait à Joao Almeida et Tom Pidcock de contrecarrer les plans du Danois et de Visma. Côté résumé, 25 bonhommes vont ouvrir la route avant les premières difficultés du parcours. Dans le peloton, Visma puis Q36 vont contenir la fugue de l'échappée et au sommet de Mosqueta à 50 km de l'arrivée, 7 hommes vont basculer en tête avec 3 minutes 30 d'avance sur le peloton maillot rouge. Parmi ces 7 hommes de tête, on va retrouver un admirable Mats Pedersen, seul Lidl Trek dans l'échappée de la journée et qui déploie alors des efforts astronomiques pour aller chercher des points du vert au sprint intermédiaire. Dans l'Alto del Cordal, la tête de course va passer de 7 coureurs à 3 coureurs et on va retrouver à l'avant Jefferson Cepeda de Movistar, Bob Jungels d'Ineos et Nicolas Vinokourov d'Astana. Au deuxième rang, Antonio Tiberi est déjà pointé à 1 minute de la tête de course, puis le peloton va lui basculer avec 2 minutes 30 de retard sur les hommes de tête, peloton emmené par la UAE d'Almeida. L'Angliru arrive. À 12 km de l'arrivée, c'est le pied de l'Angliru. Les 3 hommes de tête sont bloqués une bonne trentaine de secondes par des manifestants. Leur avance sur le groupe favori va descendre sous les 2 minutes. Donc, même si je n'avais que peu d'espoir pour l'échapper, désormais c'est définitif. La gagne de l'étape est pour les favoris. Dans le groupe favori, Jevine écrase les pédales pour Almeida. Egan Bernal est distancé à 10 km du sommet. À 7 km du sommet, les coureurs rentrent dans les pourcentages très difficiles de l'Angliru. À l'avant, Bob Jungels est désormais seul, et derrière, alors que Jevine s'écarte pour laisser passer Félix Großschartner, Giulio Ciccone, Giulio Pellizzari et Matteo Jorgensen sont distancés. Un peu plus haut, c'est au tour de Félix Gall, Mathieu Riccitello et Tom Pidcock de craquer à leur tour, et quand Félix Großschartner, dernier relais d'Almeida, s'écarte, reste dans la roue du Portugais Jonas Vingegaard, Sepp Kuss et Jay Hindley. Joao Almeida se met en mode rouleau compresseur, le Portugais écrase les pédales, très concentré sur son effort, Vingegaard reste lui impassible. Puis, à 4 km 500 de l'arrivée, Sepp Kuss et Jay Hindley, asphyxiés à leur tour par le rythme du Portugais, sont décrochés. Nous avons donc le duel attendu dans les pentes de l'Angliru, Almeida versus Vingegaard. Le premier met tout ce qu'il a sans cependant changer de rythme et le maillot rouge défensif reste lui bien collé à la roue de son dauphin. Les positions ne bougent plus jusqu'à l'arrivée, un sprint doit départager les 2 hommes forts de cette Vuelta. Almeida ne se pose pas de questions, Vingegaard ne semble pas vouloir lui disputer l'étape et au terme d'une 13e étape attendue et qui n'a pas déçu, Almeida s'impose donc devant Vingegaard. 6e succès UAE en 13 jours de course après le chrono par équipe, les 2 de Jevine et les 2 de Juan Ayuso. Incroyable UAE. Au classement d'étape, Jay Hindley boucle le podium, Gall, Pellizzari, Pidcock, Riccitello et Ciccone sont dans les 10. L'addition est plus lourde pour Bernal qui concède 4,32 au vainqueur du jour. Jorgensen termine dans le même temps que le Colombien après s'être relevé en fin d'ascension. Au général, c'est désormais très clair, ce sera Vingegaard versus Almeida pour le maillot rouge, UAE versus Visma. Quelle surprise. Et Tom Pidcock, qui conserve sa 3e place au terme de cette étape, voit lui le retour de Jay Hindley et Félix Gall qui auront réalisé la très bonne opération de la journée quant à la quête du podium à Madrid. Bien, au débrief de cette étape, j'ai envie de revenir sur les performances de nos favoris. Pour Egan Bernal, cette 13e étape n'aura que confirmé son début de Vuelta moyen. Il n'est pas au niveau de ses adversaires et désormais, seul le top 10 semble lui être accessible. Pour Jorgensen et Sepp Kuss, c'est un coup à toi, un coup à moi. Le général ne les intéresse pas à titre individuel et ce sont donc les circonstances de course et les besoins de Vingegaard qui conditionneront leur classement à Madrid. Pour Giulio Ciccone, comme attendu ces derniers jours, l'Italien est en train de payer sa forte activité en première semaine. On verra ce que ça donne demain pour Ciccone, mais désormais je le vois très mal finir dans les 5 à Madrid. Pour Mathieu Riccitello, c'est très bon. Sur cette Vuelta, il est pour l'instant extrêmement régulier. Et ça, c'était quelque chose qui lui manquait depuis son éclosion l'an dernier. Donc maintenant, il faut maintenir le cap pour le très bon grimpeur américain.
Chez Red Bull, tous les feux sont au vert. Jay Hindley m'a impressionné aujourd'hui alors que je n'attendais rien de lui sur cette Vuelta. Il va falloir compter sur lui pour le podium et pour Giulio Pellizzari, c'est une Vuelta jusqu'ici exceptionnelle. Je rappelle mes réserves au départ de cette Vuelta. Deuxième grand tour sur une même saison après le Tour d'Italie sur une deuxième saison professionnelle. Ça me paraissait beaucoup trop pour ce très jeune coureur de bientôt 22 ans. Mais pour l'instant, il tient la baraque et il m'épate parce qu'il n'a pas ménagé ses efforts pour protéger Jay Hindley sur cette première partie de Vuelta. Dans la lutte au podium, Tom Pidcock tient toujours le gouvernail, mais attention, en plus de Jay Hindley, que je viens d'évoquer, Felix Gall est aussi une menace importante. L'Autrichien a super bien géré son ascension de l'Angliru. Il ne s'est pas enflammé à suivre les UAE et dans la fin d'ascension, il a été remarquable pour aller chercher la 5e place de cette étape. Pidcock, Hindley, Gall, la lutte au podium, elle est pour moi ici. Et dans la lutte du maillot rouge, j'y viens enfin. Parlons de Joao Almeida et de Jonas Vingegaard. Quel bras de fer dans l'Angliru. Almeida m'a impressionné. Lorsque Félix Gros-Schartner s'est écarté, il a fait sa montée au train et à bloc. Et ce qui m'a surtout marqué dans l'attitude du Portugais, c'est ce visage très concentré et très hargneux qu'il a eu dans les derniers kilomètres. Clairement, il s'est fait violence, ça s'est senti, et quelque part, je me demande s'il n'a pas aussi violenté Jonas Vingegaard. Car là où nous savons désormais toute la condition des hommes de cette Vuelta, il y a un coureur qui échappe encore un peu à la vérité, et c'est Jonas Vingegaard. Comment était-il dans cette ascension? De mon point de vue, s'il n'a pas daigné attaquer Almeida, c'est qu'il n'en avait pas les moyens. Mais en toute transparence, c'est très difficile de savoir si Vingegaard en avait encore sous la pédale. Lunettes au visage, il a eu l'air impassible. Jamais il n'a lâché un seul mètre à Almeida. Mais d'un autre côté, il ne m'a pas paru impérial. Il y a eu 2-3 coups de pédale plus que douteux. À certains moments, j'ai pensé qu'il était à la limite. Mais ce soir, je me répète, je n'ai aucune idée du niveau réel de Vingegaard. Seule certitude, il est moins fort qu'au Tour de France, mais ça c'est quelque chose de très logique et que j'avais déjà pointé au départ de cette Vuelta. Quid de la suite désormais? Je vous dirais que le suspense tient plus que jamais au terme de cette 13e étape et que c'est une excellente situation pour ce qu'il reste de Vuelta. Vingegaard ou Almeida, vous me donnez votre avis en commentaire. Quoi qu'il en soit, la bataille est bien engagée et totalement indécise pour la suite. Demain, 14e étape courte en direction des Lagos des Somiedo. Sur cette étape, on devrait retrouver les mêmes positions qu'aujourd'hui. La 3e place de Tom Pidcock est en danger sur une étape qui sera plus à l'avantage d'un Felix Gall et d'un Jay Hindley. Quant à la lutte au maillot rouge, bon courage. Vingegaard est pour moi toujours au-dessus d'Almeida, mais je ne suis pas encore prêt à enterrer le Portugais. On se capte demain soir pour le débrief de cette 14e étape qui a pour moi toute l'allure d'une étape reine. Prenez soin de vous, bye bye!